Ça, c'est un ollie. Et que vous fassiez du skate ou non, vous le connaissez au moins de nom. Ce que vous ne connaissez sûrement pas par contre, c'est le nom de son créateur. Et croyez-moi, c'est important parce que son créateur c'est pas juste un random qui a fait une figure dans son jardin puis qui s'est barré, mais au contraire, un génie dont la philosophie a tellement inspiré qu'il est à l'origine d'un pan entier de ce que l'on appelle aujourd'hui le skateboard. Son nom, c'est Rodney Mullen. La première chose qu'on va retenir de lui, c'est que Rodney, il va commencer le skate très jeune. Ce qu'on remarque directement quand on regarde les magazines de l'époque, c'est que le skate, c'est un sport de grands. Ils sont tous soit adultes, soit adolescents, mais une chose est sûre, aucun d'entre eux n'a 10 ans. 10 ans, c'est l'âge de Rodney au moment où il découvre le skate, et évidemment, il veut directement s'y mettre. Sauf que croyez-moi, ça va bien au-delà d'une simple découverte sympa comme à son âge on en fait des tas. Parce qu'à partir du moment où il entend parler de skate, celui-ci ne pensera plus qu'à ça. Il y a notamment une raison qui fait que le skateboard l'obsède déjà. Rodney, c'est un gosse un peu à part. Pas spécialement méchant, pas spécialement mal dans sa peau a priori, mais il y a un truc qu'il recherche par-dessus tout, c'est la liberté. Le principe même du skate, c'est de s'exprimer. C'est entre toi, ta planche et ta créativité. Donc il y a personne pour te dire quoi faire, pas de coach, pas de parents, pas d'adversaire, et c'est ça qui lui plaît. Sauf que tout ça c'est bien beau, mais je vous rappelle qu'il a toujours 10 ans. Et que donc pour en faire, il faut bien sûr l'accord de ses parents. Parce que si le skate c'est un sport de grand, c'est surtout parce que c'est super dangereux. Et que si des mecs de plus de 20 ans subissent des traumas crâniens en le pratiquant, vous imaginez ce que serait pour un enfant? Donc, tout parent parfaitement censé lui dirait non. Et son père étant a priori quelqu'un de normal, aura la même réponse. Mais cela ne va évidemment pas l'arrêter. Et il va faire ce que tout enfant ferait à son âge, c'est-à-dire insister. Au bout de quelques mois, son père va finir par céder tout en lui imposant deux conditions. La numéro 1 étant qu'il devra impérativement porter des protections, et la deuxième, qu'à la moindre blessure, il arrête tout. Ok, ça met déjà une certaine pression, mais Rodney accepte. Parce que grâce à ça, le petit touche déjà son rêve du doigt. À compter de ce moment, là où un gamin normal aurait tryhard pendant 2 semaines et aurait lâché ça, Rodney au contraire ne fera plus que ça. Il va devenir fort, très fort, et ce très vite, au point de se faire sponsoriser par une boutique, et mieux que ça, de participer à son premier championnat et de gagner haut la main. Au moment où ça lui arrive, il a seulement 11 ans. Bon, restons honnêtes et remettons un peu de contexte. On est dans les années 70 et la scène compétitive du skate n'est pas très développée. Pour faire simple, le skate à l'époque, ça se résume à faire des figures à même le sol, sans rampe ni rien, ou dans une piscine avec des tricks plus aériens. Les deux pratiques sont rangées dans des catégories bien distinctes, et celle de Rodney c'est la première des deux, qu'on appelle le freestyle. Et pour couronner le tout, des propres mots de Rodney, tous ses concurrents sont éclatés, tous sauf un certain Steve Rocco, qui lui-même deviendra plus tard un grand nom du skate. Mais pour l'heure, ça ressemble plus à deux gamins face à face. Notre héros est de loin le plus jeune des deux, et pourtant Rodney impressionne. Il est déjà très technique, acrobatique, et remporte donc sans grande surprise la compétition. Et c'est quelques temps après cet événement qu'il se fait repérer par un groupe de skateurs plutôt connu, la Bones Brigade. C'est plus qu'un simple groupe de skateurs, puisque c'est LE groupe de skateurs le plus iconique et de très loin. Absolument tout est légendaire dans ce groupe, de son fondateur jusqu'à son palmarès absolument gigantesque, en passant bien sûr par les membres qui le composent. Il y a de quoi faire rêver n'importe quel fan de skate. Notre héros rejoint donc ce groupe à seulement 13 ans, parce que son chef le sent, il a un truc. Si au départ tout ce que je vous ai cité rend déjà ce groupe très spécial, dans le cas du petit Rodney, ce qui va vraiment être déterminant, c'est un facteur bien différent. Parce qu'en réalité, le groupe est avant tout composé de marginaux, tous passionnés de skate qui cherchent à se faire une place de par leur créativité. Aucun d'eux ne trouve vraiment sa place, et à l'instar de Rodney, tous les membres du groupe se sentent profondément incompris. Ainsi, bien plus qu'un groupe d'enfants et d'ados cool, la Bones Brigade est avant tout construite comme un refuge, un lieu pour s'exprimer. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a vaguement abordé à propos de Rodney sans vraiment insister, Rodney est quelqu'un de renfermé. Et ce n'est pas juste un manque de volonté de sa part, c'est vraiment en lui. Parce que depuis tout petit, il a un mal fou à tisser des liens et à s'exprimer. Alors il n'a pas énormément d'amis, avant le skate il passe tout son temps cloîtré chez lui, et justement après le skate, il a plus ou moins trouvé un moyen de sortir de la prison des mots qu'il ne peut pas prononcer.
skateboarding, what it represented, the ability to create, to express myself, it became my voice. Et avec la Bones Brigade, il a trouvé la seule autre chose qui manquait à sa vie. Des amis. Sauf que toutes les bonnes choses ont une fin, son père lui a fait promettre qu'il arrêterait, alors René est déchiré mais il obéit. La seule chose qui pourrait tout changer, c'est rien de moins qu'un miracle. Un miracle qui va très vite arriver puisque son père reçoit un appel d'un magazine de skate californien qui souhaite l'interviewer. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne veut pas que notre ami arrête. Le père n'a pas bien le choix, ce serait débile d'abandonner maintenant, et s'il appuie bien sur le fait que son succès sera seulement temporaire pour le moment, son fils peut reprendre sa carrière. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il devient inarrêtable. Il commence à enchaîner les compétitions, mais surtout à enchaîner les victoires. N'importe qui à sa place serait le plus heureux du monde, mais le problème c'est que Rodney ne le voit pas du tout comme ça. Là où pour le public, à chaque fois, il casse tout avec des tricks inconnus qu'il vient d'inventer, en réalité pour Rodney, il s'agit surtout de prendre le moins de risques possible en ne plaçant que ce qu'il connaît déjà par cœur. Donc il ne se mouille pas, il ne crée pas vraiment, il est juste formaté à gagner. Parce que un des fléaux de la compétition, c'est qu'une fois que tu as été le premier dans ta vie, aux yeux du public comme dans ton esprit, ce n'est plus une question d'être premier ou deuxième. Dès le moment que tu soulèves ta première coupe, durant tes compétitions suivantes, les seules choses que tu pourrais voir, c'est la première place ou la défaite. Et il n'y a rien de pire à envisager que la défaite, particulièrement quand tu es dans la tête de Rodney, et que tout ce qui résonne constamment dans ta tête, ce sont les mots de ton père qui te rappellent que le rêve que tu vis est sûrement éphémère. Et alors qu'à l'extérieur, René semble être au sommet de sa carrière, au fond de lui, son rêve, il est en train de le perdre. Je vous rappelle que la raison pour laquelle René a commencé le skate, c'est pour goûter à la liberté, et que ce qu'il se retrouve à devoir faire, c'est machinalement répéter des tricks qu'il s'est plaqués depuis 6 mois de la façon la plus scolaire et monotone possible. Il ne crée plus, il n'est même plus ce qu'il fait en fait. Et donc, arrive le point de rupture. La fois de trop. Une compétition tout à fait normale à première vue, mais cette fois, son père lui a certifié que c'était bien la dernière. Alors il fait n'importe quoi, la pression le dévore et il perd ses moyens. Il perd la dernière compétition de sa carrière. Il rentre donc chez lui, ses notes en cours s'effondrent, il ne mange presque plus. Cette fois, c'est bien fini. Les mois passent et le temps n'arrange rien. Ses professeurs s'inquiètent pour sa santé, mais visiblement, il n'en a rien à faire. Le skate était la première chose qu'il avait véritablement aimé et on le lui avait arraché. Il n'avait plus rien. Un soir, son père vient finalement le voir. Il semble enfin comprendre ce que le skate représente pour son fils et lui annonce qu'il peut reprendre. Son but n'a jamais été de le descendre, mais simplement de guider son enfant de la meilleure manière qu'il puisse. Et si on peut le trouver un peu dur, il n'avait, à cette période, pas forcément tort, parce que le skateboard n'était pas vraiment démocratisé. Et les gens qui avaient fait de ce sport une source de revenus viable se comptaient réellement sur les doigts d'une seule main. Alors son père était inquiet, mais il le laissait reprendre, parce qu'il aimait son enfant, et voulait le comprendre. Il veut lui dire d'éviter de se mettre la pression durant les compétitions, de faire ce qu'il aime avant tout, et de ne pas briser sa passion. Alors René reprend la compétition, le cœur léger, et désormais, il se fiche de gagner, il veut juste s'amuser, inventer toujours plus de tricks, et de manières de les enchaîner, et c'est là qu'il recommence à gagner. On ne s'est pas encore penché sur la manière dont René invente ses tricks, mais pour reprendre ses termes, il prend des tricks déjà existants, les perfectionne et les réinvente. C'est exactement comme ça qu'il créera le Flatland Ollie, qu'on appelle aujourd'hui juste Ollie, tant il est iconique. Parce que le Ollie à l'origine, c'est un trick qui a été conçu pour être praticable dans les piscines. Et René va voir ça et se dire, mais attendez, ce serait pas trop stylé de pouvoir faire ça directement sur le sol? Et sans le savoir à ce moment-là, il crée une nouvelle discipline. Parce que le Ollie permet littéralement de passer au-dessus d'obstacles dans la vraie vie. Et on peut donc faire du skate librement partout. Et c'est ainsi que naît le skateboard tel que vous le connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire le skateboard de rue. Je crois que je vous ai déjà plus ou moins expliqué que le skate c'était un sport de paria, et ces parias qui jusqu'à présent ne se sentaient bien nulle part en ville et restaient chez eux, eh bien ils achètent un skate, et ils sortent en ville pour le pratiquer, s'exprimer et se changer les idées. Et alors cette ville qu'ils détestaient qu'importe la raison, eh bien elle devient ironiquement l'échappatoire qui leur manquait. Ainsi par la simple création du jeu Ollie, René va donner le moyen à des milliers, que dis-je, des millions de jeunes de se trouver une passion, des amis et un univers bien à eux. Et alors on peut se dire que tout ce qui manquait à René, tout ce qui manquait au monde du skate en général après ça, c'était l'argent. Et l'argent, crois-moi, il va venir très vite, même beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Parce que comme je vous l'ai dit, grâce à Rodney, le skate s'est énormément popularisé. Et chaque personne qui skate dans les rues a son skater préféré dont il veut le look, la coupe et bien sûr la planche. Et justement, pour chaque planche sponsorisée par le skater, celui-ci touche une commission d'$1. Et si au début on peut se dire qu'$1 c'est pas beaucoup, croyez-moi ça va monter très haut.
Si bien que les reclus comme Rodney Mullen, qui était soit étudiant soit au chômage, eh bien, sans rien faire de plus que d'habitude, il commence à toucher des chèques de 400, 800, voire même à terme plusieurs milliers de dollars. René de son côté, non content de simplement gagner de l'argent sans rien faire, décide de travailler encore plus dur en backstage en participant au développement de compagnies majeures et influentes du skateboard. Elles participeront à faire connaître ce sport dans le monde entier, mais également à fournir de l'équipement plus facilement au plus grand nombre. Puis notre ami deviendra millionnaire grâce à ça et étendra en prime sa popularité déjà gigantesque. Ok, cette fois il a bel et bien tout accompli, mais il fait quoi maintenant? So that's what I've done with my life. Thank you. Looking at everything, it's such a gift to be able to look at something and to love it for the sake of it. And nurturing and maintaining that is one of the hardest tests of any pro, much less for anyone to find, right? What is the Beethoven who never found his piano or harpsichord or, right?